Donc, bienvenue à tout le monde. Ça fait plaisir de voir autant de monde samedi après-midi, un samedi soir, pour écouter Denis. Merci d'être là. Merci de participer à cette séance organisée par l'Union européenne de yoga. Donc, Denis, vous le connaissez peut-être, probablement, mais quelques mots pour simplement le présenter. Denis vit en France, sur les hauteurs de Grenoble. Il est enseignant de Vini Yoga. Il enseigne aussi en individuel. Il est formateur depuis une vingtaine d'années. Il a enseigné l'année dernière justement à Zinal, dans le congrès de l'Union européenne de yoga à Zinal. Et cette année, aujourd'hui, il va nous parler du thème justement de Zinal cet été, Abhyasa et Vairagya. Son titre, c'est La méthode du yoga, Abhyasa, Vairagya, Vyam. Et il y aura une première partie. Après la première partie, vous aurez peut-être des questions, vous aurez peut-être des choses à demander. Et ensuite, une deuxième partie où il pourra y avoir un échange, peut-être des questions aussi. Euh, Denis me dit de vous dire que si vous avez des questions en cours de route, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies, faut pas hésiter à lever la main et à poser la question. Vous pouvez aussi bien sûr mettre des choses dans le chat. J'essaierai de regarder un œil sur le chat si jamais il y a des questions, des problèmes, des difficultés, je regarderai. D'accord? Mais maintenant, Denis, à toi. Merci, Joy. Hmm. Voilà, donc deux parties. Euh, Comme Joy vous le dit, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, qu'il faut que je réexplique ou vous m'arrêtez pendant ces deux parties. Et après la première partie, je laisserai du temps pour qu'on puisse échanger. La deuxième partie, je l'exposerai à nouveau. Et puis à nouveau, il y aura du temps. Donc, la première partie, ça va être pour repartir un petit peu de l'enseignement de Patanjali sur Abhyasa et Vairagya. Euh, Sans doute, plusieurs d'entre vous ont eu la chance de suivre la conférence que François Lorrain a fait sur ce thème il y a quelque temps. Donc, il a été très précis. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps. Excusez-moi si c'est une redite, mais ça vous permettra de vous familiariser un petit peu avec ma façon de m'exprimer et ma façon de penser aussi. Et puis, et donc la deuxième partie, ça sera, selon la tradition Vini-Yoga, on peut visualiser 5 périodes dans la maturité du yoga. Et donc, je vais reprendre cet enseignement traditionnel et donc, sur ces 5 périodes, caractériser les périodes et puis aussi donner un petit peu des idées de la forme que la pratique peut avoir dans ces périodes-là. Voilà pour la proposition. Alors, la méthode du yoga, Abhyasa Vairagya Abhyam, pratique détachée ou détachement vigilant. Donc, je vous propose des choses comme ça. Alors, je ne suis pas forcément complètement dans l'orthodoxie de Desi Kachar, hein, mais voilà, je livre ma façon de comprendre le yoga aujourd'hui, avec toute votre bienveillance, bien évidemment. Abhyasa Vairagya Abhyam Tan Nirodha. Donc, alors, j'ai vu avec Joy, j'aurai la possibilité de vous faire passer un PDF avec le sanskrit dedans, hein, et puis un peu la trame de ma présentation. Donc, vous ne faites pas des crampes à la main si vous êtes intéressé par le sanskrit. Euh, D'ici quelques semaines au plus tard, vous recevrez un lien avec l'enregistrement de cet exposé-là, de nos échanges, et puis donc il y aura une pièce jointe avec. Voilà. Donc, dans le premier chapitre, dans le 12e aphorisme, la faculté de transcender les activités mentales, Tan Nirodha, les activités mentales, elles vont pouvoir être transcendées. Les activités mentales et, c'est important de dire, les activités émotionnelles aussi, puisqu'il nous parle de Chitta, en fait, hein, définit le yoga par rapport à Chitta, Patanjali.
Et cette transcendance, cet apaisement, cette orientation, cette transcendance, elle vient d'une pratique associée au détachement. Donc le biam, c'est bien que c'est abhyasa, ça signifie pratique, vairagya, ça signifie détachement, mais la formule, c'est abhyasa, vairagya, biam, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, l'un est dans l'autre, un peu comme le yin et le yang. Voilà. Donc la proposition, c'est de dépasser l'identification que l'être conscience fait aux formes dynamiques de la prakriti. Donc prakriti, c'est tout ce qui est manifesté. L'être conscience, plénitude, c'est purusha, ou purusha prakriti. Donc n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas familiarisé avec ces mots, que c'est abstrait, hop, il faut me le dire. Sinon, je pars du principe que vous avez déjà lu ça quelque part, ou déjà entendu parler de ça. Donc, dépasser cette identification. Dépasser l'identification, il y a une forme de prakriti qui intéresse beaucoup la démarche du yoga, c'est le moi-je, c'est le sentiment d'identité. Les plis cognitifs, donc les états émotionnels récurrents, voir certaines sensations physiques qui sont là, comment les vivre sans être identifié à elles, ça va être tout l'objet de la démarche. Ok. Donc, l'objectif du yoga, hein, il a défini dès le début, Patanjali, le yoga, sur le fait qu'il y ait une transformation au niveau de la substance du psychisme, du chitta, qui va donc développer ses qualités d'apaisement, orientation et transmutation éventuellement, donc nirodha. Et donc, ça va se traduire par l'aptitude à être dans l'instant présent, attentif, vigilant, en paix, détendu, toujours confiant, aimant, et on pourrait en rajouter. Être en paix à l'écoute des suggestions de l'être, du Purusha donc, et de la vie, le grand Purusha. Donc aussi bien à l'écoute des impulsions internes, des intuitions, on pourrait dire, et des synchronicités extérieures, ou tous les événements extérieurs. Et donc pouvoir arriver dans la posture du oui à ce qui survient, oui à ce qui est là. Donc après, donc il met quelques aphorismes pour parler de la pratique spécifiquement, pour parler ensuite du détachement, sachant que les deux sont toujours associés au final. Donc il dit que la pratique, c'est le zèle pour être présent, stable en son centre. Donc toute pratique, parce qu'en fait là on est dans le premier chapitre des Yoga Sutras, et le premier chapitre des Yoga Sutras, c'est Samadhi Pada, c'est le chapitre qui est utile pour quelqu'un qui est déjà dans une certaine maturité du chemin, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'aptitude à méditer. Et donc, la forme de la pratique pour quelqu'un qui a déjà l'aptitude à méditer, c'est pas forcément la même forme de pratique que quelqu'un qui arrive au yoga parce que, voilà, hein, on va décrire les étapes tout à l'heure. Donc, le Abhyasa Vairagya, dont il parle dans ce premier livre, c'est pour rétablir la capacité méditative d'entrée. Hein. Alors, il dit que donc le Abhyasa, c'est tout ce qui va nous permettre de recouvrer cette stabilité, cette qualité de présence. Donc, si c'est le contact avec l'animal, aller le promener dans la nature, ou la poterie, ou la danse, ou autre chose qui me permet, quand je suis un peu pris au niveau émotionnel ou dans des conditionnements, de revenir à cette stabilité mentale, c'est un abhyasa, tout à fait valable dans ce qu'il nous dit là. Donc l'objectif, c'est revenir dans l'instant présent. Et si on observe, on est beaucoup à être anxieusement à projeter des futurs possibles ou de manière un petit peu compulsive à ressasser du passé. Donc se tenir dans l'instant présent, dans la sensation d'instant présent et dans cette connexion avec cette dimension de l'être, conscience, plénitude. Il dit que donc ça c'était l'aphorisme 13, dans le 14, il dit que cette présence devient inébranlable grâce à la mise en place correcte d'une pratique installée de longue date, ininterrompue, ajustée au réel, donc pleine de bon sens, et puis empreinte de respect.
C'est François qui nous disait dans sa présentation qu'il avait fait sur Abhyasa Vairagya que il faut qu'elle soit endurante et de longue date, cette pratique, parce qu'en fait, elle vise à modifier des conditionnements. Et donc, en tant qu'être psychique, on s'est construit sur une structure psychique qui est faite donc de conditionnements. Et donc, le constat, c'est qu'à un moment, ces conditionnements sont insuffisants ou limitants. On aspire à autre chose. Et donc, pour réformer ces conditionnements, ces plis cognitifs, bah, ça prend du temps. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de déstabiliser la structure psychologique, il ne s'agit pas de déstabiliser trop fortement la personnalité ou l'ego de la personne dans son état actuel, parce que la personne, il faut qu'elle continue à assumer son quotidien. Et donc, voilà, ça doit être toute une démarche progressive. Et puis, ça doit être empreint de respect, de sens du sacré. C'est-à-dire que dans la pratique, il doit y avoir une ouverture pour voilà, la dimension de l'intelligence de vie, du sacré de la vie ou de cet être conscience ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être aussi au travers de la lignée des enseignants ou un lieu de la nature qui pour vous est sacré. Ça peut être les petites ondines qui sont dans le torrent à l'angle de la balade. Voilà. Et ensuite, il en vient sur le détachement dans le 15. Le détachement est le lâcher-prise des attachements pour les objets tangibles ou les pensées. De là, l'action parfaite en pleine conscience. Donc, le détachement, c'est un lâcher-prise des attachements. C'est un peu de la palissade. Mais aussi, on peut penser à des objets matériels ou à des possessions ou à des formes de pouvoir qu'on est capable d'exercer dans notre quotidien. Mais c'est aussi toutes ces choses plus subtiles, ces choses ces voix qui parlent en nous, toutes ces croyances, justement, ou toutes ces injonctions intérieures ou extérieures, ou tous ces dogmes, le yoga, il doit être fait comme ça, ou la spiritualité, c'est comme ça, ou je ne sais pas quoi. Ok. Et puis il en rajoute un, il dit l'ultime détachement, c'est l'absence d'attraction pour toute configuration de la manifestation. Il dit c'est la liberté par rapport aux gunas. Donc les gunas, on pense aux trois gunas, mais en fait, une façon, quand on voit apparaître les trois gunas, ça peut être une façon simplifiée de dire ces trois gunas, ils sont à la racine de tous les autres gunas. Dans l'Ayurveda, il y a 20 gunas, et au-delà, voilà, la prakriti est définie par un agencement particulier de guna à chaque fois. Donc, le grand détachement, finalement, c'est d'être libre, quelle que soit la forme que la prakriti nous présente, forme tangible ou forme subtile ou forme éthérée. C'est le grand lâcher-prise. Et donc, dans cet aphorisme-là, il associe ça à l'expérience de Purusha, à l'éveil spirituel. Purusha Tyate. Donc, tout l'art du yoga, ça va être de développer le goût et la proximité de l'être conscience plénitude. Et donc, on avait partagé l'été dernier à Zinal que une façon de toucher cet être, c'est de toucher sa manifestation subtile, c'est-à-dire la pulsation qu'il met dans l'énergie de vie, donc toucher le prana. Et, s'approcher de prana, développer notre conscience de prana, c'est une façon de sentir la présence de cet être conscience plénitude. Donc c'est la grande magie du yoga, c'est de voilà, cet être spirituel, c'est pas un dogme, c'est une réalité évidemment qu'on peut sentir à certains moments de grâce, mais nous dans notre pratique, on va s'entraîner à sentir cette respiration de prana pour être développer cette conviction de la réalité de cette présence spirituelle.
Donc, Abhyasa Vairagyavyam, pas de pratique sans son détachement associé. Donc, dans toute forme de pratique, il doit y avoir du détachement, puisque la pratique, ça vise à transformer nos conditionnements. Donc, si la pratique consiste à se conditionner de manière très volontaire et très rigide, ça va certainement pas être propice à lâcher des conditionnements et à permettre leur évolution. Mais il n'y a pas de détachement non plus. C'est-à-dire le grand détachement, c'est pas Inch'Allah, bah voilà, il y a l'intelligence de vie, donc elle s'occupe de tout, donc je laisse aller les choses, et puis ça papillonne au niveau du cheetah. Donc pas de détachement sans vigilance associée non plus. Voilà, j'arrive au bout de ces rappels là, sur ces définitions-là. Donc, comme promis, je vous donne la parole. Donc, si vous voulez qu'on s'apesantisse un petit peu sur un point, que je reprenne des choses, ou si vous voulez compléter, parce que voilà, l'idée de ce rendez-vous, c'est que c'est aussi un partage. Donc, vous avez la parole. Prenez le temps, hein, détendez-vous, laissez respirer. Qu'est-ce qui vous reste de ce que je viens de dire? J'espère qu'il en reste quelque chose. Sinon, il faut que je change ma façon de m'exprimer. Donc, je veux bien avoir un retour là-dessus aussi. Est-ce que c'est audible? Est-ce que voilà, ça, c'est dans le sujet pour vous? Est-ce qu'il y a des questions plus précises? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le terme sans vigilance associée, s'il te plaît? Oui, Cette vigilance associée. oui, ok. Euh, Pas de détachement sans vigilance associée. Donc j'avais dit pas de pratique sans forme de lâcher prise, pas que ça soit pas quelque chose de rigide, tu vois, de trop fermé, mais vairagya, Vairagya, euh, vairagya. vairagya. Alors peut-être, ouais, merci. Vairagya, c'est pas non plus du laxisme. C'est pas il y a une intelligence de vie, donc je me laisse aller. Et donc, quand je disais vigilance, c'est rester conscient de ce qui se passe, rester conscient de ce qui se passe en moi et rester conscient de mon positionnement. Donc, cette vigilance, c'est une forme de pratique. Ça remet de la pratique dans le lâcher-prise. Ça répond, Yuka? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci. Bah, je t'en prie. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, Denis, quand tu parles de pratique, c'est que ça soit les asanas, le pranayama, la méditation, ça recoupe toutes les pratiques. Oui. Et ça Oui, s'élargit même à promener son chien en conscience oui, d'accord. Oui, ou, Mm. ou exercer sa profession en conscience. Oui, Dans la d'accord, conscience de est-ce que ça respire en moi, voilà. Comment c'est dans mon corps, où j'en suis, qu'est-ce qui se joue dans la relation avec l'autre. d'accord. Mm. Ça peut Bien. être ça, ça peut être mettre, bah tiens, aujourd'hui, je vais penser à la tendresse vis-à-vis Mm. de moi dans la relation, ou je vais penser à la patience, et, Mm. et je revisite ça dans ma journée. D'accord. Mm. Merci. Donc, on va répondre un peu plus, Anne-Catherine, dans la deuxième partie où, au travers des périodes, je donnerai des exemples de pratiques, mais vous pourrez toujours compléter, hein. Et Mm. c'est pas dogmatique ce que je vais dire, hein. Moi, c'est simplement ce qui m'est venu en rebalayant cette grille-là, mais voilà. Bon, bonjour à Anne et Mitsuko que j'avais pas vu. Bien.
vous laisse encore quelques respirations. N'hésitez pas à compléter, hein, si... Oui, si je peux Je sais que me vous n'avez pas beaucoup permettre. mangé à midi. Peut-être qu'il a un éclair. Jean-Pierre. Oui, et, par rapport à la vigilance, j'avais un ami, il a décédé, prêtre aussi, donc religieux, qui lui exerçait sa vigilance chaque soir en essayant de revoir ce qu'il avait vécu. Je trouve D'accord. assez intéressant de quelque part ne rien laisser passer, analyser ce qui est là, et puis en tirer des conclusions pour soi-même par rapport à des intentions que l'on peut avoir. Oui. Donc, une forme d'introspection en fin de journée, revisiter les événements marquants de la journée et puis écouter qu'est-ce qui est au travail en nous par rapport à ce qui s'est joué. Oui, C'est un peu ça, Jean-Pierre, ouais. oui, oui, c'est ça, c'est bien ça. Oui. Ok, super. Ben voilà, un bel exemple de pratique. On va voir, c'est déjà un petit niveau, déjà, un bon petit niveau sur le chemin spirituel. Merci, Jean-Pierre. Ok. Juste, je me demandais si Karima voulait dire quelque chose, Oui, peut-être. Denis, oui, Denis, j'avais une petite question. Tu m'entends? Enfin, j'ai un Je petit t'entends, je souci te de... voyais pas, Karima, Oui, excuse-moi. ouais. Euh, en quoi en quoi le prana peut-il contribuer à sentir une certaine conviction dans notre réalité spirituelle? Est-ce que ça, on va aborder ça peut-être en deuxième partie? Je sais pas, mais Oui, je vais en comment... reparler en deuxième partie, mais merci pour ta question, Karima. C'est une question assez essentielle dans la démarche du yoga. Euh, Quand on arrive à la fin du parcours de ce corps-là, on va rendre notre dernier souffle. Donc, il y a le dernier mouvement de prana, apana ou dana qui, peut-être dernier élan d'udana qui se manifeste à ce moment-là. Euh, on dit que quand on rend le dernier souffle, le fil d'argent entre la conscience qui est dans l'âme et ce corps physique se coupe et la vie se poursuit, mais dans les corps plus subtils. Donc, on voit que ce prana, cette énergie de souffle qui crée aussi le souffle pneumatique, hein, elle est liée à la présence de l'âme et de l'être en ce corps. Tu vois, en prenant cet exemple-là. Et dans toutes les traditions, enfin dans beaucoup de traditions spirituelles, il a été parlé de l'esprit, mais aussi du pneuma, et donc de cette respiration énergétique qui est la signature de la présence de notre entité spirituelle. Alors l'entité spirituelle, bah, des fois, elle nous illumine, on est dans un moment de grâce et, et c'est une évidence, ça existe. Et puis, à d'autres moments, avec le stress dans le quotidien, sous le coup de l'émotion, c'est moins facile à trouver. Et du coup, la proposition de la yogini sur le chemin, c'est ah, je suis pas bien. Ah, bah tiens, mon souffle, comment il est? Il n'y a même pas à se poser comment est le souffle. On se rend compte, nous, les pratiquants, que quand on n'est pas bien, au niveau du souffle, il s'est passé quelque chose. Le souffle, il est plus dans sa rondeur, sa fluidité, sa régularité, sa plénitude. On sent que le souffle est étriqué, on est en apnée, le souffle est désordonné. Et donc, le yoga nous invite, le Yoga Sutra, la Bhagavad Gita, reviens au souffle, écoute le souffle. Quand tu écoutes le souffle, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment, Karima, si ton souffle était chaotique et que tu l'écoutes? Il se calme, il s'apaise, Il se il calme se et il régule. s'apaise. Même si tu lui as pas donné de technique, mais tu as ramené la lumière de la conscience, tu as ramené l'être à se coupler avec le mouvement du souffle, avec le mouvement de prana. Et du coup, d'où prana, il est harmonieux. Mm. Donc, si
qui je suis dans le quotidien, qui est un moi-je Denis qui agit, mais au travers de ce moi-je Denis, il y a la conscience de Denis qui est là et qui infuse et qui agit. Si ma conscience garde sous sa coupe la perception de ce mouvement pneumatique, mais dessous énergétique, c'est une bonne chose. Et quand en tant que moi, je suis perdu, je suis pris dans mes émotions, je me suis identifié à mes émotions, à mes pensées, à mon mal-être du moment. Si je veux que la conscience vienne aider ces émotions, vienne aider ce moi-je, j'écoute le souffle. Et quand j'écoute le souffle, le souffle et l'énergie, c'est comme les bras de l'être qui viennent prendre soin du moi-je. Donc, regardez le prana comme une caresse de l'être. Moi-je n'est plus tout seul. D'accord? Mhm. Ça parle? D'accord. Oui. Ok. Je vais revenir un peu dessus derrière, mais merci de ta question, elle est vraiment fondamentale. Ça va? Avec plaisir, Karen. Bien. Eh ben, j'avance. Ça va? Joy, il n'y a pas d'autre. Parce qu'elle avait levé la main, peut-être Karima, mais je ne voyais pas, moi. Il n'y a pas d'autre. Non, je ne vois pas. Enfin, si quelqu'un d'autre veut ouvrir le micro, lever la main, n'hésitez pas, on a le temps. On n'est pas Ouais. pressé. Donc, mais je vois personne d'autre. Donc, je crois que. On avance. Ah non, il y a Florence. Florence, oui, qui aimerait dire quelque chose. Oui. On t'écoute, Florence. Mettre le micro en route. Bonjour à Véronique. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Florence. Merci. Par rapport aux sensations physiques, euh, je trouve que c'est difficile pour les débutants et même des pratiquants un peu aguerris de ne pas être attachés euh, au corps physique par rapport aux sensations qu'on peut ressentir. Oui, je suis Donc, d'accord. ça favorise l'attachement quelque part. Donc, c'est vraiment une pratique de longue durée, du coup, qui favorise de plus en plus le détachement, c'est ça, plus quand on va vers la fin de vie, peut-être, ou pour certains, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais... Oui, Florence, on dit que la vie est une école en elle-même. Le yoga n'est que l'accélérateur de cette école. Hmm. Donc, c'est comme s'il amplifiait les épreuves et la sagesse que la vie nous amène à digérer, en fait, au fur et à mesure. Donc, on est certainement plus sage à la fin de sa vie qu'au moment de l'adolescence, certainement. Et toute cette question de l'identification et du lâcher-prise de ces identifications, de ces attachements, c'est toute la question essentielle du yoga. Et nous sommes un ego, nous sommes un moi-je, mais nous sommes aussi un soi. Et, euh, et donc, dans la suite du développement, je vais parler de comment, et on en a déjà parlé avec la question de Karima, comment le moi-je et le soi, à un moment, se tiennent la main. Comment le moi-je arrête de croire qu'il est tout seul, que le corps c'est à lui, que les émotions c'est à lui, que le truc qui fait mal c'est à lui, que ce petit dérèglement de santé c'est le sien. Comment il arrête de croire ça et c'est un certain nombre de choses dans les paramètres qui sont là, il se passe ça. Mais tout ça, c'est dynamique et c'est dans une dynamique qui prend tout son sens et tout son potentiel de fait de la dimension du soi. Donc si moi je suis pas tout seul à lutter pour survivre dans ma vie, à contrôler les choses et à serrer les dents pour passer au travers, mais que je me rends compte qu'il y a un soi aimant qui ne demande pas mieux qu'à prendre soin de ce moi-je,
peut-être que là, ça va ouvrir une possibilité à pas réasseoir l'identification et l'attachement que tout ce qui arrive, c'est à moi je que ça arrive, que j'en suis le propriétaire et que euh, c'est ma fatalité, etc., etc. Donc oui, c'est la grande question, je suis d'accord. Probablement, elle va nous occuper enfin, elle va m'occuper jusqu'au bout. Ça. Merci. Merci Florence. Alors j'avance. Merci pour ces échanges. Ça... Denis, il y a encore une main levée là. Je Ah sais oui, pas. pardon. Oui, oui, c'est. Bien. Il Euh, fallait que ça décante un peu. il y a On vous... quelqu'un qui a levé la main, je ne le vois plus, mais la personne qui a levé la main peut maintenant. Ah voilà, voilà, c'est Sandrine. Oui, oui, oui. Oui, pardon, c'était pas très important, mais en vous entendant discuter, en vous entendant, pardon, discuter, je me suis dit qu'en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver parce que si on prend le corps physique, par exemple, on peut se dire, bah, détachement du corps physique, on s'en moque complètement. Et en même temps, quand on prend soin de notre corps physique, justement pour s'inspirer un petit peu, je trouve qu'il y a une grâce qui peut se dégager du corps physique et qui incarne mieux ce qu'on pourrait penser être la meilleure version de nous-mêmes aussi sur le plan physique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour moi, le côté détachement, ça me fait penser à plusieurs choses, à ce côté un peu foi, genre faut se lâcher, y aller en confiance. Et en même temps, je trouve qu'il y a à nous d'être acteurs pour être vigilants aussi sur le fait de garder voilà, quelque chose de beau, quoi, tu vois, d'harmonieux, en fait. Voilà. C'est ça que ça me faisait penser dans votre discussion avec Florence. Ok. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais en tout cas, ça m'a vraiment parlé à ce moment-là, dans l'idée de. Bah, c'est la recherche en yoga, hein, d'être en santé, de tout ça, mais même au niveau beauté, ça me fait penser aux saris en Inde. Elles sont tellement Ok. belles, les femmes dedans, etc. Voilà. Donc la beauté dans ta vie, Sandrine, la lumière, le génie dans ta voix. Je connais bien Sandrine, elle chante bien. Ouais, en fait, Je te pose une euh, question. oui. À qui ça appartient? Voilà, pour moi, c'est une façon, enfin, quand je vois quelqu'un, par exemple, qui s'est apprêté, qui est tout beau ou qui donne une belle image de lui, que ce soit une image physique ou, comme tu dis, une image sonore ou autre chose, je trouve que là, à ce moment-là, on touche cette petit état de grâce ou quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lumière qui est très inspirant. Voilà. Dans le lâcher prise et en même temps enfin, être vigilant enfin, laisser jaillir en fait le meilleur. Ouais. Je crois que tu mets le doigt sur quelque chose qui est difficile dans cette idée de détachement, de lâcher prise. C'est pas parce que je suis détaché de mon corps ou euh, de ma voix que je ne vais pas consacrer du temps à l'entretien et à la beauté de ce corps et que je ne vais pas offrir la beauté de ma voix Mm. aux gens qui seraient là pour l'entendre. Donc, être détaché ou lâcher prise, ce n'est pas ne plus s'occuper d'eux. Et c'est ce que je Mm. disais tout à l'heure quand la personne posait la question sur c'est quoi la vigilance par rapport au détachement. Euh, c'est pas se détacher, c'est pas le laisser tomber, Mm. c'est pas dénigrer, c'est pas dire c'est de moindre importance. Tout ce qui est, aussi bien la forme, la prakriti que Purusha, fait partie du sacré de la vie. Mm. La respiration de l'énergie dans la prakriti et le plan de la conscience, c'est deux côtés de la médaille. Et l'idée de l'union du yoga, c'est de permettre au plan de la conscience d'épouser librement le plan de la forme pour manifester de manière créative et, euh, et l'immense potentiel de beauté et d'harmonie qui est dans le plan de la conscience au travers de la forme. Alors, Mm. c'est pas toujours ça à chaque instant, mais que cette lumière et cette beauté puissent arriver. Et ce que dit Patanjali, c'est que on va progresser dans la possibilité offerte au plan de conscience de se manifester dans la forme en allant justement toucher les endroits où il y a moi-je qui est en travers parce que moi-je est identifié. Parce que Mm. même moi-je
Moi-je, c'est pas un truc qui fait chier, et puis il y a le soi, l'être qui est bien de l'autre côté. Le moi-je, c'est l'enfant du soi. Quelque part, c'est la dimension de l'être qui a créé ça. Donc, il s'agit que cette créature humaine, elle s'harmonise et qu'elle se laisse épouser en conscience par cette dimension-là. Donc, euh, avoir le goût du beau, c'est bon. Manifester le beau, c'est bon. Je ne sais pas si ça éclaire un peu. Oui, Oui. oui, oui. Ok, super. Merci, Merci. Sandrine. Ah, bonsoir Alexandre aussi, Alexandre qui nous a rejoint. Bien. Est-ce qu'il y a des petites mains jaunes ou des... Non, je crois qu'il n'y a plus de main levée. Je vois plus de... Allez. Non. Donc, j'avance parce qu'il y a 5 périodes. Il y a 5 périodes de vie dans la tradition. Ok. C'est du boulot. Mais n'hésitez pas, même si vous revenez en arrière dans les interventions. Donc, je présente, euh, et peut-être comme il y a 5 périodes, ce que je vais faire, je vais présenter une période. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. La deuxième, puis on avance comme ça. D'accord? Plutôt que déballer 5 périodes. Bon. Encore une fois, ce n'est pas dogmatique et je demande votre indulgence parce que voilà, je vous livre mes réflexions par rapport à cette thématique. Dans la tradition Vinyasa, il nous est transmis que dans la première période, donc ce sont des généralités, hein. Vous dites pas moi est-ce que je suis passé par là ou pas. On est tous différents. Il y a des périodes qui nous concernent peut-être pas, mais grosso modo, il y aurait 5 périodes. La première période, c'est une période qui est caractérisée par on commence le yoga par quoi? Souvent, en se mettant sur un tapis. Donc, ça va être Prayatna Shaitiliya, ça va être l'apprentissage de l'effort intelligent dans la posture avec du relâchement. Donc, on retrouve cette polarité, hein, effort intelligent, je fais quelque chose, relâchement, ça ressemble un petit peu à lâcher prise, à détachement, hein. Mais voilà, souvent, le yoga, c'est ça commence sur le tapis par le corps. Donc, Prayatna Shaitiliya, ça commence aussi souvent par un certain inconfort dans notre vie. Donc, pour dire on a été éprouvé par la vie, ou la vie, finalement, elle est quand même éprouvante, on se rend compte. Et souvent, c'est pas à 20 ans qu'on commence le yoga, si c'est cette quête-là, mais c'est à 40 ans, parce qu'il y a un petit peu de bagage derrière. On s'est rendu compte que Durkha, euh, la souffrance, le mal-être, ça existe dans notre vie et qu'on veut faire quelque chose par rapport à ça. Et donc, on se met en quête de quelque chose, on trouve le yoga et on trouve que c'est quand même un sacré truc, ce qui nous arrive sur le tapis, et du coup, on se met à approfondir et à enquêter sur ce yoga. Donc, cette première période, elle est caractérisée par ça, Prayatna Shaitiliya, un peu cette démarche corporelle. Durkha, on est éprouvé par la vie, on ouvre les yeux, on discerne qu'il y a des choses qui ne sont pas confortables. Et puis Shikshana, une enquête par rapport au yoga. Donc Durkha, ça nous met en mouvement, soit pour avoir mal au dos, soit pour trouver une sagesse et un sens à cette vie. On sait que le yoga va répondre à ça. Donc ça nous fait chercher un chemin de sagesse ou au moins du soulagement. On s'est rendu compte on va essayer d'être moins agité, moins anxieux, moins réactif. On se rend compte que, il y a quand même de la souffrance corporelle, émotionnelle dans notre chemin de vie, relationnel, que notre vie, elle est finalement pas mal heurtée. On en est là. Et donc, on participe à des cours collectifs. En participant à un cours collectif, on s'est offert une fenêtre dans notre semaine trépidante pour un instant de calme. Donc, c'est une forme de vairagya. Là, on a lâché, il n'y avait pas la place, mais on arrive quand même à s'offrir ça. Et puis, on s'offre une régularité aussi, parce qu'au moins une fois par semaine, clac, clac. Donc, c'est un abhyasa, il y a une régularité. Et au bout d'un moment, ça va avoir une certaine durée. Et donc, sur le tapis, c'est l'apprentissage de Prayatna Shaitiliya. L'effort ajusté
et la découverte du relâchement corporel. Je suis dans la posture, mais au moins je peux détendre la mâchoire. Ah, puis là, mes jambes, cette jambe, elle travaille comme ça, mais peut-être l'autre, je peux relâcher là. Ou les muscles agonistes, antagonistes, ce jeu qu'on fait dans la petite biomécanique de la posture. Et puis, si vous pratiquez dans la tradition Vinyasa, mais peut-être dans d'autres écoles, on s'intéresse au souffle aussi, j'ai marqué des choses comme ça. J'apprends à me détendre en écoutant le souffle. J'accepte de changer de rythme. J'accepte de laisser du temps pour que le souffle respire. Je donne du temps pour que l'expire aille au bout d'elle-même, pour que l'inspire aille au bout d'elle-même. Donc je sors de cette horloge psychologique et je me mets sur cette horloge de la respiration. J'apprends à me déposer sur les appuis, Kurma Meru. Je prends conscience de l'axe tertiel. Donc je me resitue entre la Terre et le cosmos. Je stabilise et j'expanse mon énergie avec de l'exercice physique. Le yoga, c'est pas que de la relaxation, que des postures posées, c'est aussi des postures plus, plus yang, des postures debout, des postures en mouvement, des vinyasas éventuellement. Et donc, il y a un jeu de monter le niveau d'énergie et de dynamiser. Et ça, c'est important dans notre quête de développer ce côté brahmana, ce côté puissance de vie à l'intérieur. Parce que renforcer le niveau d'énergie, le pranamaya kosha, merci François, le manamaya kosha, ça renforce le psychisme. Hein, on dit pranamaya kosha va renforcer manomaya kosha. Donc, le yoga, c'est un travail sur le psychisme. Manas, c'est un synonyme de chitta, pour faire simple, c'est une sous-partie du psychisme, chitta. Donc, pouvoir envoyer l'ego et le moi-je dans ce travail de transformation, il faut qu'il soit fort. Il ne faut pas qu'il soit rigide, mais il faut qu'il soit fort, ce mental. D'accord? Donc, si on est déprimé, on ne va pas pouvoir avancer dans cette quête-là. Donc, remonter la vitalité par la pratique du yoga, ça va être renforcer la structure psychique aussi, pour qu'elle puisse aller sur cette aventure-là. Du coup, quand on pratique depuis 1 an en cours collectif ou 2, on se rend compte que notre mental est plus stable, qu'on est moins pris aux ruminations. Et puis, des fois, on est assez surpris, il y a les gens de notre entourage qui nous renvoient que on est moins chiant au travail, ou on est plus positif, ou on est plus patient à la maison. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Hein. J'accepte de visiter le corps, d'élargir ma conscience à des réalités corporelles moins fréquentées. Alors là, c'est un peu l'ésotérisme de la posture, mais c'est-à-dire que dans la posture, grâce aux appuis, à la détente, grâce à la conscience du souffle, eh ben, il y a des endroits du corps qui ne respiraient pas, qui se mettent à respirer, ou des endroits du corps dont je n'avais pas conscience qui deviennent conscients. Quelque part, si vous raisonnez en termes de conscience, votre conscience, elle peut davantage habiter la maison corporelle. Quand il n'y a pas ce travail qui est fait, le corps est tenu par certains plis corporels qui sont associés à des plis identitaires. C'est-à-dire notre ego, notre moi-je a une certaine histoire et le corps se tient d'une certaine façon. Donc, les postures vont permettre de rééquilibrer, d'ouvrir ça et vont permettre à la conscience de goûter le corps plus largement. Et quelque part, c'est comme un espace ouvert qui va permettre derrière au moi-je de dire, ah bah tiens, finalement, là, je peux oser ça, ou je peux me tenir comme ça, ou je peux respirer. C'est pas, ça se fait pas intellectuellement, hein, ça se fait de manière sous-jacente. Mais les asanas ouvrent la porte pour davantage de conscience. J'apprends le yoga, j'enquête sur le yoga, je lis sur le yoga des articles, des bouquins, je participe à des ateliers. Peut-être que même je m'inscris à un cycle de formation. C'est Shikshana, l'étude. Et puis un dernier aspect, donc, suis-je en lutte contre mes conditionnements générateurs de disharmonie?
C'est-à-dire que Jean-Pierre nous disait, il nous relatait le témoignage de cet ami qui faisait une introspection le soir. Bah, peut-être grâce à cette année ou ces 2 ans de yoga, bah, je suis plus calme et puis du coup, je prends du recul. J'ai dit, tiens, bah, comment ça s'est passé aujourd'hui au travail ou comment ça s'est passé aujourd'hui avec ma fille? OK, petit temps d'introspection. Et je me rends compte que je suis réactif ou je suis autoritaire ou je suis impatient. Voilà. Comment je me tiens en face de ce que j'observe de moi-même? Est-ce que je suis dur avec moi-même en appliquant une pratique quotidienne rigide, quoi qu'il en coûte? Parce qu'au bout de 2 ans de pratique, peut-être que ma prof ou mon prof, il m'a dit, bah, tu peux reprendre ces 3 postures de la pratique et les refaire à la maison, et ça fait du bien. Et puis quand on le fait, on se rend compte que ça fait du bien. Mais du coup, je me mets dans cette discipline-là. Est-ce que je suis dans cette bienveillance dont on parlait avec Sandrine, de regarder ce qui est beau, d'accueillir, ou est-ce que il y a quelque chose qui est dur? Est-ce qu'il y a une dureté avec mon enfant intérieur? Voilà, ça c'est des questions qui ouvrent sur la deuxième période. Alors je vous rends la parole par rapport à tout ce que j'ai raconté. Donc cette première période, ben, on pourrait dire c'est la période de la plupart des gens qui commencent le chemin du yoga. Hein. La vie, on n'est pas satisfait de ce qui se passe dans notre vie, puis on s'est un peu douté que c'est du fait de ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, qu'il y avait des choses qui se répétaient sans arrêt dans notre vie. Et puis, eh ben, voilà, on sait que le yoga, ça fait du bien au dos, pour le sommeil, mais aussi pour plein d'autres choses, et on y va. Je vous laisse la parole. S'il n'y a pas d'intervention, j'avance et puis vous pourrez rebondir ensuite. Hein. Joy, tu vois rien qui s'agite? Je ne vois rien, non. Donc pour le moment, je pense que tout le monde a hâte que tu continues. Que je vous sorte de la souffrance? Alors, j'en serais bien incapable, mais je peux vous parler de ça. Alors, la période 2. La période 2, elle est dite comme une période de purification des corps et des sens. Donc, la période 1 prolongée finit par mûrir. On va peut-être toujours à son cours de yoga collectif. Peut-être qu'on s'est mis plus assidûment sur sa petite pratique quotidienne. Mais du coup, cette période 2 est décrite par il y a quelque chose qui est en train de alors c'est un gros mot, purifier au niveau du corps, au niveau des sens de perception, au niveau des sens d'action. Les sens d'action dans le yoga, c'est la locomotion, les membres inférieurs, l'appréhension, les membres supérieurs, la parole, etc., des choses comme ça. Donc ça, c'est Kaya Indriya Shodhana, c'est cette purification. À chaque fois, il y a 3 composantes dans les périodes. Il y a une composante d'éveil de la confiance. Ah, on s'est un peu détendu, on a un peu lâché prise et ben, on se rend compte, on commence à se douter qu'il y a une espèce d'intelligence de vie qui s'immisce quelque part. Donc c'est la Shraddha. On commence à faire confiance qu'en desserrant les poings, en desserrant les dents, en permettant au souffle d'être régulier, on a beaucoup plus de bonnes intuitions et que le quotidien se déroule beaucoup mieux. Et le troisième terme, c'est Shravana, c'est le développement de l'écoute. En étant plus calme et plus paisible, on écoute mieux l'autre. L'autre nous parle, plutôt que réagir à ce qu'il nous dit, comme on est paisible. Peut-être qu'il y a quelque chose qui enclenche dans notre tête, mais on laisse cette voix-là de côté aussi et on reste disponible à l'écoute de l'autre. Cette écoute de l'autre, cette écoute aussi des sensations, cette écoute du souffle, est-ce que le souffle est là, est-ce qu'il inspire, est-ce qu'il expire, cette écoute des intuitions intérieures, Shravana, ça montre la maturité de cette deuxième période. Donc, pour venir sur la forme de pratique que ça peut prendre, ça peut être les 5 premiers membres de l'Astanga Yoga, le yoga dit externe,
qui peuvent être utilisés comme un peu une feuille de route dans cette purification. Donc, dans les 5 premiers termes de l'Astanga Yoga, il y a le Yama. Donc, dans Yama, il y a Ahimsa, la bienveillance, justement, qui pourrait aller à terme jusqu'à de l'amour inconditionnel. Il y a Satya, ce goût de la vérité. Ben, on peut déjà regarder, nous, on en est, par rapport à Satya, la vérité, dans nos petits arrangements qu'on peut faire, des fois travestir un peu la réalité, ou de voir qu'à des moments, on est bienveillant, mais à des moments, il y a de l'agressivité en nous. Donc voilà, ça peut être une grille de lecture. Asana et pranayama, donc là j'y reviens, Karima, faire circuler prana et agni pour purifier les nœuds subtils, les crispations, les cristallisations. Donc prana, on en a parlé tout à l'heure, agni c'est le feu intérieur. Et donc si les souffles, les vayus fonctionnent bien, ben, il y a un bon feu et on dit que quand on pratique en conscience, eh ben, le prana et le agni sont mis en circulation dans les rivières intérieures et vont nettoyer les petits bouchons de tension émotionnelle, de blocage, de petits traumatismes, de non digérés dans tous les coins. Et puis il y a niyama aussi. Je termine avec ça. Niyama, c'est le deuxième terme de l'Astanga Yoga. C'est dans le niyama, on va trouver Ishvara Pradinanani, et donc on va trouver l'acceptation de la condition humaine, cultiver l'amour, la générosité, l'abandon, l'ouverture du cœur, qualité d'ouverture qui aide à s'en remettre avec confiance. On commence des fois ce niyama en disant bah, c'est offrir le fruit de son action. Ça rejoint la Bhagavad Gita. L'ouverture à la confiance, prémisse en la foi et en l'intelligence de vie, donc c'est la dimension de Shraddha qui commence à être nourrie. Dans les 5 membres de l'Astanga Yoga, le 5e, c'est Pratyahara, et c'est un membre très important. Donc on a plein de choses dans nos pédagogies de yoga, en fait, qui servent ce Pratyahara. Pratyahara, ce n'est pas la rétraction des sens, débrancher les sens de l'extérieur pour aller explorer les mondes intérieurs, ce n'est pas que ça. C'est aussi équilibrer les sens de perception et les sens d'action. Pratyahara, c'est aussi ce qui va stabiliser le mental. Et cette stabilité du mental, c'est bien l'objectif énoncé par Patanjali, qui est d'apaiser, d'orienter et de transcender le mental. Un mental qui est plus paisible, ça va être le début de la réorientation des pensées. Alors peut-être que déjà, quand le mental est plus paisible, on va se rendre compte que le mental, il a tendance à vouloir toujours parler. Mais comme on connaît le calme maintenant, il y a des petits moments de calme et puis plapla, plapla. Et quand ça fait plapla, on va réaliser à un moment que ce n'est pas nous qui parlons. C'est comme si on captait des chaînes de radio et ça fait plapla. Donc, la prise de conscience que je ne suis pas ce qui se dit dans mon espace mental. Et puis, la réorientation des pensées, parce que le mammifère a tendance à repenser à tout ce qui est dangereux. Ça lui a permis de survivre. Mais nous, des choses anxieuses, on en a à l'appel. Donc, nous, pouvoir canaliser le mental pour l'orienter sur la lumière est là, elle prend soin de moi, ou là, il y a de la beauté, là, il y a quelqu'un, il y a une bonne amie. Ça va être important parce que ce à quoi je pense, c'est ça qui se met en œuvre dans ma vie. Et donc ça, c'est à la fois une découverte, une prise de responsabilité quelque part, sans se flageller avec ça. Mais ce que j'aimais va finir par s'incarner. Donc si je suis toujours en train de regretter ou de me morfondre que ça va pas dans ma vie, quelque part, je le maintiens. Donc ce pratyahara, il a des implications importantes au niveau de la gestion des pensées. Et donc, écoutez, Shravana. Je progresse sur le tapis en faisant reposer le mouvement d'asana sur le souffle conscience. Donc, dans la tradition Vini-Yoga, les postures, avant d'être tenues en statique, elles sont beaucoup mises en mouvement. On ouvre, on ferme, on ouvre à l'inspire, on ferme avec l'expire. Si, au lieu de dire j'ouvre et j'inspire, je ferme et j'expire, j'attends que ça inspire
et ça ouvre la posture. Je me détends, j'attends que ça expire et ça ferme la posture. Je passe d'une forme de contrôle du moi-je à quelque chose de plus subtil. Et si je me souviens que l'inspire, expire, prana, apana, il est mis en mouvement par l'être, je suis en train d'attendre que l'être donne l'impulsion pour ouvrir ou pour fermer. Donc, je suis en train de m'éduquer à écouter l'être. Donc, cette écoute du souffle va devenir une clé qui va s'importer dans le quotidien aussi. Donc, la pratique du pranayama est dite comme étant très importante chez Patanjali, dans les 5 membres. Donc, la pratique du pranayama, c'est un temps précieux où je permets au souffle de pouvoir respirer à son rythme. Donc, on dit dans la pratique, c'est bien de faire un pranayama de 24 respirations tous les jours. Ça commence à être des pranayamas significatifs. Si j'ai l'opportunité de faire des asanas en conscience avec le souffle, on dit que 100 souffles conscients par jour, c'est la voie ouverte à la transformation assurée. 24 respirations en assise, c'est des repères. Au-delà d'écouter le souffle prana, je me relie à mon être conscience plénitude. Je me mets ainsi à l'écoute de la dimension spirituelle. Voilà. Et puis, finalement, ça peut débouler sur un yoga synthétique qui serait le Kriya Yoga, Tapas, Svadhyaya, Ishvara Pradhinanani. Tapas, faire quelque chose qui continue à nettoyer. J'apprends à me connaître, comme disait Jean-Pierre, je fais de l'introspection tous les soirs. Et puis, ce Ishvara Pradhinanani, cette ouverture à la dimension spirituelle. Alors, j'ai une petite question sur le chat. Merci Nathalie. Alors, je vais répondre à cette petite question. Comment peux-tu... Alors, attends, je vais le relire, je ne vais pas te... Comment peux-tu laisser le souffle vivre en pranayama si tu comptes? Alors, je disais de compter le nombre de souffles, 24 souffles, et je ne l'ai pas dit Nathalie, mais dans cette période 2, ça peut être même intéressant de compter le rythme, d'avoir un rythme respiratoire. Ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais si le mental est très paisible, le mental reprend sa fonction d'être un instrument. Donc, si le mental a une phobie avec les nombres, on ne va pas utiliser ça. On va faire autre chose. On pourra peut-être faire du samantraka pranayama, peut-être dire des mots pendant le pranayama, par exemple. Pour les gens qui n'ont pas de phobie au nombre, le fait de compter, ça permet de redonner une durée et une certaine régularité au souffle, mais il ne faut pas, quand on compte, par exemple, si je compte 24 respirations, ce qu'on utilise dans la tradition, c'est le boulier sur la main où on va exercer une pression sur la phalange pendant une respiration. Et donc, si ce boulier a été activé depuis un certain temps, c'est plus la tête qui va gérer, c'est la sensation de pression du doigt sur la phalange qui va gérer. Et donc, à chaque fois que ça réinspire, par exemple, je viens presser la phalange suivante. Donc, il y a des trucs comme ça pour pas être dans une tension psychique et tout en comptant. Compter, c'est intéressant parce que compter, ça permet de purifier. Parce que 24 respirations, c'est déjà long. Et au bout d'un moment, au bout de 12 respirations, c'est souvent dans ma pratique, c'est ça, il y a quelque chose au niveau psychologique qui serait là à nettoyer. Ben, qu'est-ce qui fait mon mental? Au bout de 12, il dit, bah, t'en as assez fait, puis tu as plein de choses à faire derrière. Allez, on va peut-être faire autre chose. Donc, le fait d'aller au bout du contrat et d'aller jusqu'au bout des 24, ça va nous permettre de rester dans la pratique et ça va venir purifier ce truc qu'il y avait au niveau psychique. Je ne sais pas ce que c'était, une anxiété, une peur, une impatience, une irritation. Mais du coup, le prana va venir nettoyer ce truc psychique du fait que je vais au bout. Le souffle, Nathalie, il vit par lui-même. Donc, je n'ai pas à le laisser vivre, il est l'intelligence de vie en lui-même.
Moi, j'ai juste à me désencombrer, à lui désencombrer la place pour qu'il respire par lui-même. Donc le souffle, c'est le souffle de vie. Le truc, c'est que en trouvant le système pour qu'il vienne dans mon corps, qu'il vienne dans mon souffle, qu'il vienne, tu vois, même au travers de mon psychisme, qui passe par là, lui, il va faire le job, il va purifier, nettoyer, et du coup, il va s'implémenter, il va venir s'incarner ici et maintenant. Et il va être disponible pour mon action quotidienne, mais il va être disponible aussi pour la relation à l'autre dans le quotidien. Ça va, Nathalie? Ok, Alexandre. J'avance. Non, pas sûr. Oui. Euh, je te fais une suggestion, Nathalie, c'est pas une taquinerie, hein. Accueille ce qui résiste en toi. Trouve l'endroit détendu et respirant en toi et accueille ce qui résiste en toi. C'est dire, mets ce qui résiste en toi, parce que on n'a pas de prise sur ce qui résiste en nous. On ne sait pas faire avec ce qui résiste en nous. Mais on peut, à un moment approcher et sentir qu'il y a quelque chose qui résiste et qui a toute sa légitimité. Mais du coup, ce quelque chose, on peut le mettre dans les bras de lumière, du prana et de l'être présence. C'est la meilleure chose qui peut arriver à toute partie de nous-mêmes. Nous sommes faits d'une multitude de parties. Il y en a pour qui c'est facile, il y en a qui résistent, il y en a qui sont comme ci, comme ça. Toutes ces parties, ce qui peut leur arriver de mieux, c'est de être embrassées dans les bras de la lumière. Donc, merci pour ton intervention, Nathalie. J'avance. Anne-Catherine a levé la main, Denis. Ah, vas-y, Anne-Catherine. Juste pour revenir à ma petite question là sur les pratiques et ce que tu disais dans que finalement notre quotidien est une pratique. Du Oui. coup, ce que tu viens de dire, c'est peut-être une invitation à se poser au cours de notre journée, de nos actions, revenir au souffle et revenir à ce qu'on vit. Oui, revenir au souffle, c'est revenir à la conscience. C'est donner du temps pour que la conscience, puis pour qu'on puisse voir, quand on voit en fait, c'est cette conscience qui vient agir au travers de notre vue. Je vois qu'il se passe ça dans ma vie, donc je permets à la conscience d'embrasser la chose. Quand la conscience embrasse, elle est déjà en train de prendre dans ses bras de lumière aimant ce qu'elle rejoint. Merci. Ça, je ne sais pas si ça répond. Ouais. Oui. Ça va? Oui. Il y a aussi une question de Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Alors, je voulais parler d'un objet intéressant qui existe dans différentes cultures et qui permet aux gens qui n'aiment pas compter d'avancer. C'est simplement le chapelet avec des grains qu'on passe, puis tout à coup, plop, il y a quelque chose qui change. On a passé une dizaine ou on a passé 108 éléments. C'était ma remarque. Donc ça, c'est pour Nathalie. Merci Jean-Pierre. Oui. Super. Il y en a des très jolis en plus, des chapelets. Oui, oui. Ok, merci Jean-Pierre. Bon, j'avance alors. Période 3. Il faut que j'avance. Période 3. Cette période 3 est caractérisée par la diminution des obstacles. Klesha Tanu Karana. Elle est caractérisée par le développement de l'humilité. Amanitva. Amanitva. L'humilité. Et par la remise en question de notre fonctionnement. Vimarchana. Donc la remise en question de notre fonctionnement, ça peut être à l'occasion d'une introspection. En fin de journée, je revisite ce qui s'est passé dans ma journée. Et puis, je me rends compte que là, il y a cette façon d'agir ou de réagir en moi plutôt récurrente qui est toujours là. Donc la remise en question, ce n'est pas la critique de ce que j'observe,
mais ça va être l'art de mettre ça en connexion avec la lumière, la vraie ressource qui est là. Donc, je vous disais que la fin de la période 2, on peut être déjà installé dans le Kriya Yoga. Le fruit du Kriya Yoga, c'est Samadhi Bhavana Artha Klesha Tanu Karana Artha Cha. Donc, ce Klesha Tanu Karana, qui caractérise cette période 3, c'est le fruit du Kriya Yoga. C'est-à-dire que le Kriya Yoga permet l'émergence de cette aptitude à Samadhi et va réduire ces sources de souffrance, va rendre les kleshas ténus. Donc, ce qui caractérise cette période 3, c'est le pas de côté, l'auto-observation, une action plus réfléchie, de l'humilité, prendre soin du fragile. Donc, avoir la capacité à prendre soin du fragile, et la bonne façon de prendre soin du fragile, au sens du yoga, c'est permettre à la conscience, au prana, de venir envelopper ce qui est détecté comme fragile. Et c'est avoir l'humilité d'accepter qu'il y ait du fragile en moi. En tant qu'être humain incarné dans un moi-je suis limité, fragile, parfois dysfonctionnel. Ce qui pourrait caractériser cette période 3, si on est ouvert à ça, c'est la relation consciente à l'enfant intérieur. Ou si l'enfant intérieur ne parle pas, à ses émotions, et sous les émotions, aux besoins sous-jacents. Donc on peut rejoindre la CNV, par exemple. Dans les outils, il y a Pratipaksha Bhavanam. Par rapport à la vérité, par rapport à la bienveillance, à Ahimsa, je me rends compte qu'il y a des écarts. Pratipaksha Bhavanam, c'est appeler la qualité antidote. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu, quelque part. Donc quand je me rends compte que, par exemple, par rapport à Ahimsa, à certains moments, il y a de l'irritation, de l'agressivité en moi, d'abord, ça va être de tendre une main de lumière aimante à mon petit garçon intérieur qui est en colère. C'est-à-dire cette part de moi qui porte la colère, faire en sorte qu'elle soit accueillie par cette lumière. Mais vous me direz, mais oui, mais la lumière, est-ce qu'elle est d'accord pour l'accueillir? Vous êtes la lumière. Donc, il s'agit d'apaiser le mental, de sentir prana et de vous placer du côté de la lumière. Et c'est à vous de tendre la main et de faire le pas vers le petit garçon en colère ou la petite fille en colère ou attristée. Et grâce à l'apaisement du mental qui va crescendo, placer des pensées constructives. Ok, il y a de l'agressivité en moi, je vais permettre à l'expression de l'amour d'être encore plus présente en moi. Donc je vais en faire un bhavana, et peut-être que je vais mettre ça en forme dans ma pratique, dans un rituel, ou en pédalant sur mon vélo, je vais réciter des mantras avec l'amour ou la bienveillance. Voilà. Mais donc, il y a ces différentes étapes. Aller permettre la connexion en tant que lumière aimante avec la partie qui est en difficulté ou limitante, et puis ensuite, tenir dans le mental la qualité antidote. Donc ça, c'est une remise en question du fonctionnement, Vimarchana. Donc, pour Nathalie, on continue avec 24 respirations tous les jours, on les compte. Et là, il peut y avoir les bandhas aussi, utiliser pas 24 respirations avec les bandhas, mais quelques respirations. Ok, salut Anne. Il y a les suspensions pleines, les suspensions vides. Il y a les drishti aussi, qui sont intéressants, les polarisations de la conscience sur un lieu. On disait tout à l'heure que c'est intéressant que la conscience puisse réhabiter tout l'édifice corporel. Les drishtis sont intéressants pour ça et pour sentir les glissements de la conscience et d'énergie.
La pratique, elle inclut certainement des temps de silence et d'écoute plus longs, de reliance au subtil. Et puis dans la pratique quotidienne, dans le quotidien, bah, plus spontanément, il y a des micro-temps de prise de conscience. C'est ce que tu disais, Anne-Catherine. On n'est pas forcément obligé de s'arrêter pendant 5 minutes, mais ça nous vient, hop, je reprends conscience où j'en suis, qui je suis. Ah, c'est la vie qui respire en moi. OK, il est où le souffle? Ou comment je suis dans mes appuis? Où est mon corps? Comment je peux me décharger dans la terre? Observation que quand je suis dans le moi-je suis en tension, coupé de la sensation énergétique, je m'en rends compte plus facilement. Et donc, dans cette troisième période, on a développé cette capacité à pouvoir faire une bascule très rapide. Je me rends compte que dans le quotidien, que je me retrouve dans un état coupé, identifié, tendu dans le moi-je. Hop, comment je vais pouvoir en un instant, 1 minute, quelques respirations, rebasculer dans l'état plus ouvert. Alors, je vous donne la parole. Comment vous faites, vous, dans votre quotidien, en tant que pratiquant de yoga, quand vous sentez que vous repartez un peu dans la moulinette, dans l'identification, comment vous faites pour revenir? Je veux bien vous entendre. Retour au souffle. Retour au souffle, Anne-Catherine. Ouais. Donc, tu peux raconter, retour au souffle, comment tu fais? Eh ben, comme j'ai fait Vipassana, je me recale sur la, la zone du souffle, en fait. Tu te mets dans l'endroit où ça respire. Voilà. Ok, Mm, super. Ah, c'est le Bouddha qui avait mm, dit ça, hein. mm, mm, Karima mm. a aussi quelque chose à dire. Ben, bien sûr, Joy. Ah non, c'est Oui, pas enfin, toi. Qui c'est qui Karima, a dit? Karima. non, c'est Karima. Oui. Ben, moi, pour ma part, j'ai toujours besoin déjà de sentir une reconnexion avec la terre, dans un premier Reconnexion à temps. la terre. Super. Voilà, un certain ancrage et ensuite, oui, la conscience du souffle pour aller vers l'apaisement et oui, l'apaisement déjà physique au travers du souffle et ensuite du mental. Ok. Donc, tu commences par une mise à la terre. La terre, c'est plus grand que moi-je. Tu fais une mise à la terre, tu décharges et, et ensuite tu complètes, tu écoutes le souffle aussi. Tu sens que ça a une traduction corporelle et puis tu sens que le souffle lui-même, il retrouve son aisance. Ouais, c'est des bonnes propositions. Ouais. il y a aussi Dorothée, puis ensuite Marianne. Alors, on écoute Dorothée. Ok. En fait, ça rejoint un petit peu ce que disait Karima, mais c'est des recherches de kurma, donc ça peut être des kurmas physiques qui me reconnectent aussi à la terre, ça peut être des kurmas respiratoires, donc les lieux, je crois que c'est Anne-Catherine qui parlait de ça aussi, un lieu où ça respire et voilà, Donc, ça peut être aussi. donc si je comprends, Doti, par exemple, ton ventre pour retrouver l'expire, Oui, hein, par exemple. ouais, ça peut être ça, ouais, ouais, OK. ouais. OK. Oui, continue. Oui, ah ben voilà, les différents kurmas aussi, ça peut être quand je sens que c'est agité, ça peut être aussi retrouver un appui dans l'enseignement. Donc ça va être un sutra, enfin dans les Oh, sutras, très bien. donc quelque chose comme ça. Très bien. Donc, kurma, c'est ce qui soutient. Et donc, ça peut être des kurmas subtils aussi, c'est très intéressant. Ça peut être très fort. Ça peut être un aphorisme ou un mot qui te revient. Ça pourrait être aussi la pensée de, je sais pas, Ça peut d'une être un sainte, objet, ou d'une yogi, ou d'un lieu, de la nature, ou je sais pas, d'une cathédrale, ou ouais. ouais. Ça, c'est un Dans cours. tous les cas, c'est ce retour sur un appui, quoi, Ouais. pour pas se laisser embarquer, quoi. Oui, il s'agit de ça, oui. Donc, dans le troisième chapitre, il y a un aphorisme qui traite de cette maturité du psychisme, hein, qui est capable de passer de l'agitation dans une bascule où il revient sur cet état d'apaisement de Niroda. Ok, merci Doti. Ça va? Ok.
il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir, je Il y crois. avait donc Marianne et ensuite de nouveau Karima. Donc Marianne, vas-y. Alors moi, déjà, ce que je trouve difficile, c'est de se rendre compte qu'on dérape ou qu'on perd pied. Déjà, c'est déjà un petit prise de recul pour se rendre compte que là, j'ai pas agi comme j'aurais dû, j'ai pas réagi, enfin j'ai réagi au lieu de pas réagir. Voilà. Et donc, une fois que j'ai réussi à voir que j'avais fait que je perds pied, entre guillemets, ou que je perds la maîtrise de moi-même, eh bien, j'observe déjà ce que ça me fait et depuis quelque temps, un moyen pour moi très utile, c'est d'essayer de me rappeler ou de me connecter à ce qui en moi ne change pas. Hmm. C'est-à-dire, eh bien, dans une situation donnée, j'étais comme ça, j'ai observé ça. Dans une autre situation qui me déstabilise, j'ai observé ça. Mais en fait, là, ce qui observe, c'est inchangé. Et ça, pour moi, c'est une notion de kurma aussi. C'est quelque chose d'extrêmement restabilisant puisque je sais qu'en moi, il y a quelque chose qui ne change pas et qui donc est présent quand tout va bien, est présent quand ça va pas, mais c'est toujours là. Et le fait de savoir ça, ben, pour moi, c'est essentiel pour reprendre pied, pour m'apaiser, pour, je pense, prendre les décisions les plus pertinentes. Des fois, je dois me tromper certainement, mais voilà, Hmm. c'était Magnifique. juste ce que je voulais faire partager. Merci, Marianne. Karima? Oui, alors moi j'avais une question, Denis. Dans la période 3, tu places les bandas, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu les placer également dans la période 2, Oui. parce que ça contribue aussi au nettoyage? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bonne remarque. D'accord. Merci. Donc, pour Nathalie, on va dire 3 bandas dans la période 2 et 6 bandas dans la période 3. Ça va, Nathalie? On se connaît bien avec Nathalie. Ça va, Karima? Merci pour cette intervention. Oui, J'avance. ça va, merci. Encore des choses sur cette période 3? Alors, tu veux intervenir? Je te vois apparaître sur mon écran. Ouais. On peut t'entendre, Laure, si tu veux t'exprimer. Pas sûr, hein. Laure Zanderigo, tu veux t'exprimer? Non, je pense pas. Alors, j'avance et puis n'hésitez pas à en rajouter. Donc, période 4, période de la maîtrise du moi-je. Saumanasya Aikagriya Indriya Jaya. Caractériser cette période 4 aussi par on prend conscience et on accepte de plus en plus d'être au service de la vie. Bhakti. Et il y a de la clarté sur le chemin. Il y a une ambiance lumineuse plus souvent, plus fréquente et plus installée sur le chemin. Ishtadevata Samprayoga. Donc, la maîtrise du moi-je, le service de la vie et une clarté, une lumière sur le chemin. Donc, quand il y a des épreuves à traverser dans la vie, qui ne sont plus vraiment des obstacles parce que on s'identifie pas à l'épreuve et puis on sait où trouver la ressource. En Inde, il y a une jolie histoire qui dit que, eh ben, trouver la ressource, c'est s'accrocher, c'est avoir la grande mère qui est là. Alors, la grande mère cosmique, la grande mère divine, mais dans l'histoire, c'est le petit singe. Quand il y a un danger, il s'accroche au cou de sa mère, et puis sa mère, elle bondit de branche en branche et d'arbre en arbre,
Et le petit singe, il a intérêt à bien accrocher le cou de sa mère, mais du coup, il est embarqué par la mère et il est mis hors de portée de tracas. Et puis, il y a le petit chat. Quand il y a un danger, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la mère chat, elle vient et avec ses dents, délicatement, elle saisit l'échine du petit chat et elle va le transporter plus loin. Et le petit chat, il se laisse aller complètement dans la confiance de sa mère qui prend soin de lui. Donc, l'Abhyasa Vairagya Abhyam, il y a deux philosophies. Il y a une philosophie où on est parti de l'endroit où il a fallu se mettre en mouvement, il a fallu développer de la vigueur, prendre du recul, réformer notre être et puis avancer sur ce chemin spirituel, on pourrait dire. Et puis, peut-être dans la période 4, il y a cette perception qu'à un moment, être le petit singe qui s'accroche au cou de sa mère, c'est fatigant et ça reste périlleux. On pourrait lâcher quand elle est en train de sauter. Et c'est vachement costaud. Et ça demande beaucoup. Et que l'intelligence de vie, elle peut aussi se transformer en mère chat et puis nous saisir, peu qu'on tende l'échine et nous sortir d'affaire. Donc c'est ce Ishvara Pranidhanani, cet abandon à la dimension supérieure. Par rapport à Ishta Devata Samprayoga, la clarté sur le chemin, Ishta Devata Samprayoga, c'est dans le 44e aphorisme du deuxième chapitre, quand il dit le fruit du Svadhyaya. Le fruit du connais-toi toi-même. On va apprendre des choses sur les conditionnements qui ont structuré notre moi-je, mais on va découvrir aussi que nous sommes la lumière. Nous sommes l'être spirituel. Et donc, Ishta Devata Samprayoga, ça peut se traduire par parfaite communion à sa famille spirituelle. C'est-à-dire que la lumière que je suis, dans ce que dit Patanjali, c'est pas une lumière complètement matérielle et déshumanisée, on pourrait dire. La lumière, c'est un monde, et dans ce monde de lumière, il y aurait des êtres, des instructeurs, une famille spirituelle. Et donc, avoir plus de clarté, plus de lumière sur son chemin, bah, ça pourrait être, à un moment, reconnecté à la forme de spiritualité qui nous convient. Dans les évangiles non canoniques qui ont été retrouvés dans le désert, on voit que le Maître Jésus enseignait à réembrasser notre dimension divine en méditant sur la ressource intérieure, sur le cœur notamment. Et donc, je vous renvoie chez Patanjali sur les aphorismes sur le lieu du cœur, le 1,36, le 3,34, le 3,25. Donc, il nous donne vraiment une piste. Et puis, par rapport au guide spirituel, il y a l'aphorisme 3,32 aussi qui parle de la connexion par le haut de l'axe, qui peut être une ouverture très intéressante avec les guides ou la famille spirituelle. Voilà, je passe sur cette période 4, je vous cite juste la période 5, mais où j'ai juste mis quelques mots parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. La période 5, ça serait l'accomplissement du chemin. Donc on pourrait dire moksha, kaivalya dans l'enseignement de Patanjali. Donc les trois termes pour cette période 5, c'est la stabilité parfaite, sthita di paragnya, la connaissance de ce qui est toujours stable. Donc ça rejoint un petit peu ce que nous proposait Marianne tout à l'heure. L'abandon complet au divin. Donc c'est une étape au-delà de bhakti, de cette reliance à la conscience de vie. C'est je m'abandonne comme le chaton, mais je m'abandonne comme étant l'enfant de cette intelligence de vie. Et j'accepte de me voir à chaque instant comme étant agi par cette intelligence de vie. Donc là, peut-être que ça nous donne une clé par rapport au problème de l'identification. Ce n'est pas mon corps, c'est son corps. Ce n'est pas mes émotions, ce sont ses émotions. Ce n'est pas mon moi-je, c'est le moi-je qu'il ou elle
grande intelligence de vie a façonné, et je m'abandonne complètement au mouvement de vie qu'elle a envie de voir à travers moi. Et le troisième terme, c'est viveka, c'est le grand discernement, le discernement complet. C'est-à-dire que rendu à cet accomplissement du yoga, je sais que je suis enfant de la lumière de vie, ou plus radicalement, que je suis lumière de vie, intelligence de vie, et en même temps créature de vie. Et je participe à cette grande fête de la vie. Voilà sur ces 5 étapes. Je vous laisse la parole. Il nous reste quelques minutes. Oui, Karima? Oui, Denis, alors j'ai une question parce que quelque part, la période 4, si on abandonne tout, on aurait tendance à abandonner le travail antérieur qui nous amène sur ce chemin-là. Non? J'ai pas bien C'est-à-dire que entendu, plus on lâche Karima. La prise, période 4, on serait tenté à abandonner la la pratique. période, oui, la pratique, se mettre au travail, parce que quelque part, on se laisserait porter par cette intelligence de vie pour progresser là où elle veut nous amener. Oui. Alors, rappelons-nous que Krishnamacharya, jusqu'à très tard, il faisait encore des triangles debout et des choses comme ça. Que le pranayama, ça reste présent, que jusqu'au bout du chemin, Patanjali dit qu'on peut être rattrapé par les kleshas et que quand les kleshas sont là, il faut la reméditer encore. Donc pour méditer, c'est bien de faire du pranayama avant. Donc c'est pas parce que j'accepte d'être le petit chaton quand il y a un défi que entre les défis, je vais avoir abandonné mon hygiène. C'est-à-dire que plus je tends vers le bout du chemin, plus je suis la conscience qui prend soin de sa créature. Et donc, dans le soin de la créature, ben, il y a besoin de continuer à faire le ménage un peu quand même, même si j'ai purifié les gros morceaux. Ben, il faut nettoyer la maison quand même un peu une fois par semaine quand même. Tu vois, il Oui, faut. Et oui, puis, oui, ça doit. il faut continuer à savoir où est la maman chat aussi. Donc, continuer à, tu vois, à entretenir tout ça. Donc, les choses Alors, ne s'effacent pas. Mais on tend vers une forme de pratique qui est plus liée à la perception de prana, à la méditation et pour assurer Marianne, et de plus en plus dans le quotidien, on est dans une présence et une vigilance qui nous informe quand il se passe quelque chose, quand on s'éloigne, ou voilà, ça croît. du coup, alors, ce ne sont pas des périodes forcément, c'est une progression qui pourrait, par exemple, par moment, rétrograder, parce que ce n'est pas des périodes de notre vie. Quand on parle des 5 périodes, on est C'est des d'accord, mais périodes dans non, la c'est c'est- maturité, c'est des c'est- périodes dans la c'est- maturité de la yogini pour aller vers les états de yoga les plus avancés. Parce que la dernière période, c'est moksha, c'est kaivalya, c'est tu es un, tu es lumière et tu es forme manifestée, tu es créature. d'accord, oui. Donc, ça serait, on pourrait, par exemple, les mettre en parallèle avec les 5 couches. Est-ce que ça, oui, est-ce qu'on pourrait faire le lien avec les 5 couches, non? On pourrait y réfléchir. Ce modèle, ce n'est qu'un modèle. Mon idée, c'était non pas de vous dire les choses sont comme ça et pas autrement, c'était en reparcourant ce modèle traditionnel qu'on puisse partager, puis qu'on puisse se souvenir aussi qu'il y a une dynamique dans notre chemin et que les choses, elles sont dynamiques, elles vont continuer à évoluer. Donc c'était essentiellement ça qui m'animait pour ce soir. Euh, on pourra rediscuter, Karima, si tu veux, sur la concordance avec les 5 couches. C'est une question intéressante à D'accord. laquelle je réfléchis. Ok. Merci à toi. Jean-Pierre veut aussi intervenir. Oui, Oui, oui. encore une ou deux interventions et puis après je vous libère.
Voilà. J'ai bien aimé le mot abandon que tu as utilisé plusieurs fois, notamment dans cette cinquième phrase. Et puis, je fais référence un peu à ma culture. Il y a la fameuse prière d'abandon de Charles de Foucault qui reprend beaucoup de choses que tu as dites. D'accord. Et ça vaut la peine de la lire. Elle est absolument Prière étonnante. d'abandon de Charles de Foucault. Ok. Oui, la prière d'abandon de Charles de Foucault, je vous laisse, si ça vous intéresse, de la lire, mais ça va vraiment dans le sens d'abandon que tu as utilisé. Je vais aller la lire, Jean-Pierre. Je te remercie. Et puis Sandrine, je crois. Sandrine, pour terminer? Oui, en fait, c'est juste que je me disais, en décrivant ces 5 périodes, que j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi comme un cycle, non? C'est-à-dire, il y a des moments où tu es dans quelque chose de très clair, tu vois très très bien vers quoi tu tends, etc. Et paf, il se passe quelque chose d'assez traumatisant, et là, bah, c'est comme si tu redescends sur Oui. une période Alors, plus sensible, plus vulnérable, plus je suis délicate. tout à fait d'accord, Sandrine, mais pour finir de répondre à ta question, tous les ingrédients du yoga, on les connaît déjà tous, même si on Mm. ne fait pas du yoga, parce qu'à certains moments, les états de grâce, on les connaît, les états d'abandon, on les connaît. Euh, ce qui caractérise les périodes, c'est qu'il y a eu des transformations dans le chitta. La substance psychique s'est suffisamment transformée pour qu'elle tienne de manière assez stable les caractéristiques essentielles de la période. Tu vois? Donc, la dynamique intéressante, c'est que notre substance est transformable et c'est par sa transformation qu'on va pouvoir développer ces états de yoga de plus en plus grands. Oui, puis au fil des cycles, on retombe moins bas. Enfin, on est moins Oui, oui, chahuté aussi. oui. Ouais. On Ouais. a l'impression qu'on revient en arrière, mais en fait, Un on petit est peu toujours plus sur de le terrain. stabilité quand même. Ok, Voilà, je ne veux merci. pas vous garder trop longtemps pour rester dans le cadre. J'espère que ça aura été utile pour vous. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Denis, je pense qu'on pourrait te garder encore longtemps, mais quand même, je pense que tu as des choses à faire, donc il va falloir qu'on te laisse partir. Mais avant de te laisser partir, je voulais juste rappeler que tout le monde va bien sûr recevoir le lien. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas tout à fait comprises, vous pourrez y réécouter. Ça, ce sera fait, je pense, la semaine prochaine. Et puis, il y aura les notes de Denis aussi. Donc, en plus, vous pourrez regarder un petit peu en réécoutant. Un petit rappel aussi par rapport à Zinal. Donc, Apiasa et Vairagya, ça va être le thème, bien sûr, de Zinal cette année en Suisse romande, entre le 17 et le 22 août. Donc, si vous avez la possibilité d'y venir, vous êtes tous et toutes les bienvenus, bien sûr. La prochaine conférence en ligne en français se déroulera le 29 mars. Et il y en a encore une autre, là aussi sur Apiasa et Vairagya, le 25 avril. Donc, vous pouvez bien sûr vous inscrire, comme d'habitude, sur le site de l'Union européenne de yoga. Et vous êtes là aussi, bien sûr, les bienvenus. Alors, je termine tout simplement en remerciant vraiment très chaleureusement Denis pour cette conférence extrêmement riche. Merci beaucoup, Denis. Et merci aussi à vous tous et toutes d'avoir été là, d'avoir posé vos questions, d'avoir fait vos remarques. Ça aussi, ça a été extrêmement riche. On a passé un bon moment. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée et à la prochaine. Et Merci. merci à Joy pour ce que tu fais. Merci à l'Union européenne. Merci. Et merci à chacun, chacune d'avoir été là. Au plaisir de se revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et